Les frères musulmans rayonnent désormais dans près de 70 pays. En Europe, ils sont particulièrement actifs en Grande-Bretagne. Nous sommes à Londres, dans le quartier musulman de Finsbury, ce qu'on appelle ici le Londonistan. Algériens, Somaliens, Tunisiens, de nombreuses nationalités s'y côtoient. Depuis les attentats du 7 juillet 2005, le Londonistan vit sous l'étroite surveillance de la police anglaise. Le quartier abrite plusieurs mouvements islamistes et c'est dans ces mosquées qu'ont eu lieu les principales interpellations de suspects. Ici, les frères musulmans pratiquent le lobbying politique. Ils dénoncent régulièrement la laïcité, militent pour la séparation des garçons et des filles dans les cours d'éducation physique à l'école. Les frères musulmans financent au sein même des mosquées des bourses d'études ou des aides à la création de start-up. Officiellement, les fonds proviennent de la zakat, l'aumône islamique, et des dons faits par les frères, 7% de leur salaire mensuel en moyenne. Ces mosquées reçoivent aussi l'aide de l'Arabie Saoudite et de plusieurs pays du Golfe. Les dirigeants sont souvent issus d'organisations proches des frères musulmans. C'est le cas de Mokhtar Badri. Lorsqu'il parle à la caméra, le directeur de la maison du bien-être musulman est beaucoup plus direct que ses homologues égyptiens. Son point de vue sur la laïcité est très explicite. Vous êtes laïque et je ne le suis pas. Alors pourquoi vouloir m'imposer votre laïcité ? Je crois que ce monde a été créé par un Dieu invisible, qui a une influence sur nos vies, comme je crois que mon destin est d'aller à sa rencontre, alors que vous ne croyez pas en cela. Je vous respecte, mais vous devez aussi me respecter. C'est la seule façon de s'entendre. Si vous voulez vraiment m'imposer votre laïcité, alors vous me poussez à réagir. Ce lobbying actif auprès de la société et du monde politique semble porter ses fruits et influence régulièrement les décisions du gouvernement britannique. C'est ce que nous confirme Douglas Murray, un spécialiste de l'islam radical. En fait, la confrérie opère de différentes façons dans notre pays. Son principal relais est l'Association des musulmans de Grande-Bretagne, qui est une branche de l'Organisation des frères musulmans. En ce qui me concerne, je crois que beaucoup d'islamistes pensent à juste titre que la violence fait reculer leur cause. Si on leur donne le droit d'user des codes prévus par la charia, le droit d'imposer leur point de vue en Occident et de nous obliger à respecter certains aspects de la loi coranique, comme c'est déjà le cas en Grande-Bretagne. Il est par exemple maintenant interdit de caricaturer le prophète ou qui que ce soit d'autre dès lors qu'il est musulman. En bref, ils n'ont plus aucune raison de poser des bombes. La majeure partie des musulmans de Grande-Bretagne est totalement intégrée, mais 37% des 16-24 ans se prononcent pour l'établissement de la charia au Royaume-Uni. Nombre de ces jeunes fréquentent la East London Bookshop, l'une des librairies islamiques de Londres. Sur les étagères, les ouvrages de Tariq Ramadan, petit-fils d'Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie. Le numéro 1 des ventes, c'est Shadows in Motion, un DVD sur le complot judéo-maçonnique qui raconte comment les juifs et les francs-maçons auraient pris le contrôle du monde depuis la Révolution française. Un thème récurrent chez les islamistes. Les DVD sur le complot judéo-maçonnique, ça se vend bien ? Oui, ça se vend très bien, oui. L'Angleterre s'inquiète de l'influence grandissante des frères musulmans. Ironie de la grande histoire, elle est sans doute à l'origine de sa création. Les frères musulmans naissent en 1928 en réaction à l'échec de la révolte arabe conduite par Lawrence d'Arabie 12 ans plus tôt. En 1916, cet officier britannique est dépêché au Caire avec mission de conduire les Bédouins à un soulèvement général contre l'occupant turc, allié de l'Allemagne. En échange de leur aide, les Arabes reçoivent la promesse qu'ils pourront créer leur propre nation. Mais l'engagement ne sera jamais respecté. Face à cette trahison,
Hassan el-Banna fonde l'Organisation des Frères musulmans et prône un islam politique et anticolonialiste. Comme va nous l'expliquer son frère Gamal, qui réside toujours au Caire, le mouvement va très vite grandir, rassemblant de nombreux déçus du nationalisme arabe. Il y avait un vide religieux. Hassan el-Banna a rempli ce vide avec sa confrérie. Au début, c'était un mouvement modeste, il n'y avait que 6 personnes. C'étaient tous des manuels, chauffeurs, jardiniers, artisans qui travaillaient au canal. Ça, c'est le 1er février, après la proclamation de la République en Égypte. Aujourd'hui, les leaders du mouvement sont issus des élites intellectuelles, médecins, dentistes, ingénieurs ou avocats. Cette force structurée fait peur à l'Occident, car les frères musulmans sont associés au terrorisme islamiste international. Mais ce lien existe-t-il réellement? Pour le savoir, nous avons suivi la piste du numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Au milieu des années 80, la confrérie, via ses hôpitaux, propose à des étudiants en médecine de partir en Afghanistan sous couvert humanitaire. Parmi les volontaires, un jeune médecin dont le nom va devenir célèbre, Ayman al-Zawahiri, aujourd'hui numéro 2 d'Al-Qaïda. Ce lien entre le bras droit de Ben Laden et les frères musulmans brouille l'image de l'organisation, accusée d'entretenir des liens étroits avec la nébuleuse terroriste. Une accusation balayée par Essam El-Arian, le porte-parole de la confrérie, un ami d'enfance de Zawahiri. Lorsque l'histoire d'Al-Qaïda sera écrite, la vérité apparaîtra au grand jour. En ce qui me concerne, je crois qu'Al-Qaïda est utilisé par les médias de façon dangereuse, et cela afin de dénigrer l'islam comme l'ensemble des organisations islamistes modérées. Quelques jours après cet entretien, Essam El-Arian est arrêté par la police égyptienne et emprisonné pour activité illégale. Pour en savoir plus, nous partons à la rencontre de Mahfouz Azam. Il est l'oncle d'Ayman al-Zawahiri et c'est aussi son avocat. L'homme vit aujourd'hui dans l'un des quartiers résidentiels du Caire. Il va très vite nous confirmer que les frères musulmans ont beaucoup compté dans l'éducation de Zawahiri. Ayman al-Zawahiri n'appartenait pas à l'organisation des frères musulmans. Il avait même des positions et des opinions opposées aux siennes. En réalité, il pensait que les frères musulmans étaient trop pacifistes, pas assez combatifs et qu'ils ne pouvaient rien changer au système. Mais comme d'autres jeunes en Égypte, il a subi leur influence, comme celle de l'organisation Ansar al-Sunna et d'autres mouvements prosélytes islamistes. Il a beaucoup milité pour que les frères musulmans se métamorphosent en mouvement djihadiste politique, ayant pour but d'organiser un coup d'État. Quelques années plus tard, des frères musulmans, membres de l'association médicale islamique, se sont associés au Croissant Rouge koweïtien basé à Peshawar, au Pakistan, où ils disposaient d'un hôpital. Ils ont demandé à Ayman d'y aller. Et bien que les membres de cette institution soient des frères musulmans égyptiens, il a quand même accepté de s'y rendre. Aujourd'hui, plusieurs mouvements islamistes radicaux, tels le Hamas en Palestine, affichent leur appartenance directe à l'organisation des frères musulmans. Entre ombre et lumière, faut-il avoir peur de cette organisation? Amer al-Choubaki est spécialiste de la confrérie islamiste. Il préfère parler de lobby puissant et affirme que les frères musulmans ne représentent pas une menace terroriste. Les frères musulmans influencent bien sûr une partie des activistes musulmans en Europe. Mais ces mouvements, à mon avis, c'est un mouvement conservateur et je crois que dans chaque démocratie, on doit dialoguer avec les conservateurs. Ils n'ont pas un programme
politique pour changer le pouvoir, même pacifiquement en Europe. Mais ils ont peut-être un but de construire ou de former un lobby qui peut faire des pressions sur certains sujets sensibles. Leur journal étant interdit, les frères musulmans diffusent leurs messages par Internet. Le net est devenu une arme plus puissante que les prêches enflammées de la mosquée Al-Azhar. De jeunes blogueurs ont pour mission de faire du prosélytisme sur la toile. Abdel Melhem est l'un d'entre eux. À 27 ans, ce journaliste formé à l'école des frères a déjà fait de la prison pour ses idées. Il nous explique pourquoi les frères musulmans sont devenus très populaires chez les jeunes. Je suis frère musulman depuis l'enfance. Ce qui m'attirait chez eux, c'est qu'ils pratiquent une activité qui n'est pas immorale. Plus jeune, on se rencontrait, on effectuait des travaux d'intérêt général. Nous étions polis, bien élevés par nos parents. Ce sont ces valeurs que nous avons retrouvées chez les frères musulmans. Ils ont les mêmes principes que nos familles et ils nous ont permis d'apporter notre contribution à la société et d'avoir un but dans la vie. Faut-il avoir peur d'une confrérie, à la fois lobby politique et société secrète, association caritative et soutien du terrorisme islamiste? La confrérie des frères musulmans mélange les genres et trouble l'opinion. Son influence grandissante et l'ambiguïté de son discours n'en finissent pas d'inquiéter les services antiterroristes du monde entier.